Alors mon petit bonhomme, ça t'a plu? Parce que moi, j'ai pris des notes. Alors mon petit bonhomme, ça t'a plu? Bah ouais, c'était un truc de fantôme quoi. Parce que moi, j'ai pris des notes. Ah, c'est super. Alors mon petit loulou, je vais t'expliquer un petit peu ce que tu viens de voir. Parce que je suis sûr que t'as pris ce film de divertissement comme il vient, avec ton sachet de popcorn et tes gamins. Le truc, c'est que tout film de cinéma, même les blockbusters les plus décérébrés, possèdent toujours un fond en fait. Ils possèdent toujours un sous-texte en quelque sorte. Et c'est ça que je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui. Alors, Ghostbusters, qu'est-ce que c'est? Ghostbusters, c'est un film qui traite donc de 3 personnages principaux au départ, 3 chercheurs en parapsychologie qui vont glisser petit à petit dans la découverte de phénomènes paranormaux donc dans la ville de New York et vont s'attacher bien sûr à les défoncer. Ce film, il a été tourné dans un contexte, donc il est tourné en 1984 par Ivan Reitman, et 1984 c'est pas une date anodine, on est en plein dans les États-Unis donc des années 80, une période qui voit la fin de la présidence de Jimmy Carter et l'arrivée au pouvoir d'un nouveau protagoniste que vous connaissez probablement, il s'agit de Ronald Reagan. Carter, comme dans Stargate, Non, le cousin de John Carter, le gars qui est parti sur Mars. Non. Ah. Carter, c'est un président des États-Unis qui souffre d'une désastreuse réputation en fait. C'est un président démocrate qui a vécu, qui a gouverné les États-Unis à une époque d'une immense crise de confiance en fait de la puissance américaine, qui culmine à un moment particulier. C'est celui de la crise des otages en Iran. Alors, je vous brosse ça très très rapidement. On est en Iran, un pays qui est très favorable aux États-Unis, qui est dirigé par le Shah d'Iran. Rien à voir avec Matou, Miao Miao, tout ça. Non, une sorte d'empereur, si vous voulez, très pro-occidental, très proche des Occidentaux, et qui se fait chasser du pouvoir par une révolution islamiste. Donc les islamistes que vous connaissez aujourd'hui en Iran, ben, ils sont installés en 1979. Sauf que pendant la prise du pouvoir par les islamistes, ils vont envahir l'ambassade des États-Unis et prendre en otage donc un bon paquet de diplomates américains. Et notre pauvre Carter ne va jamais réussir finalement à les libérer. Une libération des otages qui va valoir à Reagan, dès le début de son mandat, un certain boost de popularité. Popularité qui fait défaut évidemment à Jimmy Carter qui n'a pas réussi finalement à rendre aux Américains ce qu'ils attendent, quoi, un prestige, une puissance. Les Américains se détournent en fait de Carter de plus en plus parce qu'il incarne selon eux une présidence du passé. Une présidence dont le système politico-économique s'est construit dans la lutte contre la fameuse grande crise. T'as déjà entendu parler de ça, la crise de 1929, les gens qui se balançaient des toits, c'est le crack économique, hein, le crack de Wall Street de 1929. Eh bien, l'Amérique va être impactée, ainsi que le monde, et on va construire un nouveau système économique qu'on va appeler le New Deal aux États-Unis, avec c'est Roosevelt qui le met en place. Un système économique où il y a une plus grande intervention de l'État dans les affaires économiques. Ce que le libéralisme traditionnel refuse absolument. C'est grou caca, hein. On ne veut pas du tout d'intervention de l'État dans l'économie. C'est la main invisible du marché, le marché autorégulateur, tout se passe bien. Voilà. Donc, Carter, il incarne le modèle qu'on l'on appelle keynésien, donc ce modèle d'intervention de l'État dans l'économie. Et on commence à pointer du doigt des dépenses étatiques trop lourdes, des impôts trop lourds, etc. etc. C'est l'ambiance, quoi, aux États-Unis. Et Ronald Reagan, quand il arrive, il va dire tout l'inverse. Il veut vraiment libérer en quelque sorte l'Amérique de ses chaînes, de la régulation, etc. Donc on va utiliser un petit peu Ghostbusters. Je vais t'expliquer avec Ghostbusters finalement comment finalement cette idéologie finit par transparaître à travers un grand divertissement. Tout simplement. Pardon. Bonjour. Ghostbusters, c'est un prétexte, c'est tout simplement un film de son temps. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Ghostbusters, c'est un film réganien. Alors toi, tout de suite, film réganien, tu vois des messieurs avec des gros muscles qui vont combattre des Vietnamiens. Non, c'est pas l'ambiance. Un film réganien du coup dans son ADN, un film réganien dans ce qu'il te raconte, un film qui finalement est simplement tourné dans une ambiance qui je pense est même pas véritablement consciente pour le réal, pour tous les gens qui vont tourner dedans, c'est simplement l'air du temps. Et ce que le film nous raconte, c'est une histoire politique et économique, derrière le sous-texte, finalement les fantômes sont juste un prétexte.
Bon, je vais t'expliquer ça, on va faire simple, je vais prendre 3 scènes en fait du film, je vais pas te le raconter, je vais pas te l'analyser en long, en large et en travers, mais trois éléments en fait du film expliquent très bien, plus que des scènes, hein, c'est vraiment des moments du film, expliquent très bien finalement cette idéologie réganienne qui transparaît à travers les dialogues. Alors la première chose, c'est que donc on a les 3 héros qui travaillent dans une université, comme j'ai dit. Une université, c'est une institution. Ça dépend du domaine public, hein, tel que c'est présenté dans l'œuvre. Et on a 3 personnages qui sont objectivement brillants. Bon, peut-être pas trop Peter Venkman, hein, lui il est un peu nul. C'est le gars incarné par Bill Murray. Lui, il veut choper des meufs. Hein. Très concrètement, il est là pour pécho. Mais les 2 autres sont vraiment des mecs brillants, quoi. Ils travaillent dans un domaine de recherche qui est un peu claqué au sol. Hein. C'est voilà, les fantômes, tout ça. Hein. C'est pas tellement de délire des institutions. Je veux dire, les mecs comme moi, en cravate, bon, on fait du sérieux, quoi. Eh bien, ils sont virés de l'université parce que leurs recherches sont considérées comme du caca. Et étonnamment, ces gens-là vont trouver le succès comment? Ils vont trouver le succès en fondant leur entreprise. I believe that everything happens for a reason. I believe that we were destined to get thrown out of this dump. For what purpose? To go into business for ourselves. Et c'est pile poil l'idéologie finalement qui transparaît dans le néolibéralisme, comme on l'appelle à cette époque-là, dans cette révolution conservatrice. La libre entreprise, l'initiative, retrouver en quelque sorte les valeurs traditionnelles de l'Amérique libérale. Et donc du coup, bah, ça marche pour eux. Ils créent un business, le business va fonctionner, ils vont vraiment dominer totalement le marché, j'ai envie de dire, de la lutte contre les fantômes. Que voulait faire Reagan? Reagan, il était là pour diminuer les impôts, qui pesaient notamment sur les entreprises. Il était là pour favoriser la libre entreprise. Il voulait tailler en fait dans les budgets sociaux et dans les impôts. Donc voilà, on est totalement en fait dans cet état d'esprit-là. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand vous regardez le film, le problème vient de l'institution, et il est réglé comment? Par la libre entreprise, par des gens dynamiques. Alors, un autre moment intéressant, il y a un autre protagoniste qui fout la merde. C'est un des représentants de l'écologie au niveau de la mairie. Et c'est un mec qui va venir les voir, je sais pas si tu as dû t'en rendre compte, hein, pour qu'ils mettent un terme en fait à leurs activités et à leurs installations qui le jugent polluantes. Donc ils vont devoir fermer en fait leur espèce de grand conteneur de fantômes, d'ectoplasmes, et quand ils le ferment, évidemment, tous les fantômes sortent. Shut this off. Shut these all off. I'm warning you, turning off these machines would be extremely hazardous. I'll tell you what's hazardous. You're facing federal prosecution for at least a half a dozen environmental violations. Now, either you shut off these beams or we shut them off for you. Et donc là encore, on a un représentant de l'ordre des institutions qui fout la merde. Et le fait qu'il soit un écologiste n'est pas anodin. Il ne faut pas oublier également que Ronald Reagan va également, hein, plus que vouloir, il va le faire, il va déréguler également tout ce qui concerne les questions écologiques, alors qu'à l'époque, sous Jimmy Carter, les États-Unis étaient à la pointe de la lutte contre alors on parle peut-être pas encore de réchauffement climatique, etc., mais en tout cas des problèmes que posent les humains sur l'environnement. Et sous Ronald Reagan, il va virer en fait toutes les mesures qui jugent entravant l'économie. Donc vous voyez comment finalement encore dans ce film-là, l'institution et la question de l'écologie, parce que ça régule, parce que ça entrave l'économie, eh ben, sont jugés négativement. Alors, dernière scène, c'est vraiment une scène pour le coup qui représente très bien ce basculement libéral dans l'idée du film. C'est une scène où Janine, la secrétaire, a des revendications salariales à faire valoir auprès de son patron. Alors pour le coup c'est Peter Venkman, encore une fois incarné par Bill Murray. Et elle se plaint, elle dit que franchement le traitement il est peut-être pas terrible, etc. Et Peter Venkman l'envoie chier mais comme le dernier des petits cacas, simplement parce qu'il a son rôle de patron et vient lui dire non mais d'où tu me parles? Et là, vous êtes en plein dans, finalement, la valorisation de l'entrepreneur aux dépens du salarié, qui est vraiment vécu comme un chieur syndiqué et compagnie, qui vient essayer un petit peu de gratter des miettes. Voilà, il a qu'à être un libre entrepreneur qui assume son statut, qui est un winner, etc. Donc vous voyez comment cette idéologie s'instille même dans les détails les plus minimes. Et donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que le patron a une position valorisée, il est traité de manière finalement relativement positive dans le film, ils sont cool, ils passent à la télévision, ils font de la publicité, une publicité punchy, hein, vraiment, on est dans l'ambiance hein, de ces années 80. Et donc du coup, ben voilà, nos 3 protagonistes principaux, hein, je parle pas de leurs employés, sont vraiment traités comme des patrons. Alors celui qui l'est vraiment, c'est Peter Venkman. Peter Venkman, il chope des nanas, c'est le mec cool, il fait des blagues, etc. Même si on le trouve un peu loser, un
peu chiant, il n'empêche que c'est un personnage plutôt positif dans l'histoire. Et donc, évidemment, il est le protagoniste favorisé de cette nouvelle idéologie. Alors du coup, mon loulou, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, je me doute que le film il t'a plu, parce que le film il te donne à manger des trucs qui sont très cool. En même temps, tu vois que derrière le film, il y a des choses à penser. Alors, je suis pas en train de te dire que c'est bien, pas bien, le néolibéralisme et tout, on s'en bat les couilles ici, c'est pas du tout l'important. Ce qui compte, c'est que tu comprennes que derrière un film, il y a un message. Et moi, dans cette émission, tout ce que je veux faire, c'est de faire passer tous ces messages. Alors les messages, on va essayer de les décrypter dans des films qui sont essentiellement des films grand public, hein. Je vais pas t'emmerder avec des films d'auteurs cryptiques et compagnie, on va vraiment rester dans du divertissement grand public. Mais tu vas voir que derrière tous ces divertissements grand public, je vais venir te faire chier dans toutes tes séances de ciné, pour que tu puisses voir combien derrière le cinéma, il y a des idées, il y a des choses intéressantes à voir. Et donc je te fais des gros poutous, et on se revoit la prochaine fois. Vous serez là toutes les séances? Oui. Vraiment? Bon bah... bientôt alors, hein. Je m'en vais. Allez. Au revoir.